Alors, petite introduction avant d'atteindre donc le quota de participants. Donc, ce cycle de webinaire, hein, je vais juste vous rappeler qu'il fait partie, donc ce webinaire aujourd'hui fait partie d'un cycle que l'on a nommé WebTech SCS. Certains d'entre vous ont déjà participé au webinaire IA et efficacité industrielle, hein, c'était fin avril avec HPE. On a aussi organisé 2 sessions de webinaire sur la blockchain et ses cas d'usage, le 5 et le 11 mai. Donc ce webinaire va durer 1 heure. Et 4 petites informations avant de commencer. Dans le cadre de la RGPD, je dois vous informer que ce webinaire sera enregistré et sera mis à disposition sur notre site web pour l'SCS dans la section publication vidéo. Vous pourrez avoir accès en replay à ce webinaire. Pour le confort de tous, donc vos micros sont coupés pendant tout le webinaire. Par contre, vous pouvez poser des questions. Elles sont même bienvenues pour interagir et partager vos expériences autour de l'IA éthique. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le module questions en bas à droite. Je vois que certains ont posté des... Okay. Voilà. À la fin du webinaire, une enquête au bout de quelques secondes va s'afficher à votre écran et je vous remercie de prendre quelques minutes pour y répondre. Si votre audio n'est pas bon, comme ça a été notre cas d'ailleurs il y a quelques minutes, c'est que votre connexion est mauvaise. Dans ce cas, nous vous conseillons de vous connecter par téléphone, de supprimer la webcam en tout cas, et de vous connecter par le numéro envoyé dans l'invitation. Voilà. Le nombre de participants est limité à 100. Donc, pour les 100 premiers connectés, ils vont pouvoir sans problème se connecter au webinaire. Par contre, au 101e, il recevra un message sur notre page Vidéothèque. Allô? Voilà. Donc l'IA passionne, mais elle inquiète aussi. Une machine est capable d'anticiper une panne, un assistant vocal comme Siri exécute une tâche sur une simple commande vocale, un chatbot peut répondre à une question administrative même complexe. Donc l'IA est une source d'émerveillement, mais aussi de profonde inquiétude. Et donc on va voir aujourd'hui les questions éthiques que pose l'IA, puisqu'elle peut être parfois trop efficace, parfois très imprécise. Et pour cela, on va avoir l'expérience et le savoir-faire de DocaPost, qui va partager donc son expérience du cadre éthique autour de l'IA, avec des cas d'usage très concrets et une démo qu'il va nous faire en fin de présentation. Donc vous allez pouvoir voir, je vais vous présenter le programme. Donc Fabien Elie, responsable du centre de compétences IA de DocaPost à Sophia Antipolis, vous présentera donc l'IA éthique au service d'une transformation en confiance avec des cas d'usage, comme je vous le disais, et j'espère, si la connexion est bonne, quelques démonstrations. Ensuite, on va présenter rapidement 2 dispositifs de financement et d'aide. L'un qui est le Challenge IA vague 2 lancé par donc, BPI avec un focus sur 4 appels à projets sur le thème défense et sécurité, où SCS et SAFE sont en charge d'accompagner au sens BPI du terme. Et puis une présentation de Hugo Cézanne sur le concours French IoT de la Poste qui s'est clôturé hier, je crois, donc avec un retour sur ce concours et un rappel des spécificités de ce concours et de l'aide dont vous pouvez, vous, en tout cas, start-up ou PME, en bénéficier. Vous avez aussi, bien sûr, un large temps pour vos questions. Et encore une fois, vous pouvez les poser dans le module questions. Je les donnerai à l'oral, sans mentionner votre nom, bien sûr. Et les personnes compétentes, que ce soit donc Fabien, Hugo ou Franck Bernard de BPI, seront là pour y répondre. Voilà, je te laisse la main, Fabien, si tu veux bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour à tous. Bonjour Fabienne, merci. Alors, je vais simplement mettre la webcam 2 petites minutes pour que vous mettiez un visage sur mon nom. Et puis, je la couperai pour des questions effectivement de fluidité, de connexion réseau. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. En tout cas, j'ai partagé ma webcam. Donc, je suis Fabien Elie. Je suis en charge effectivement des activités
l'activité IA au sein d'Ocapost, qui appartient à la branche numérique du groupe La Poste. Et j'ai donc le plaisir de vous faire cette présentation sur l'IA éthique, éthique au sens où on l'entend au sein du groupe, et qui se décline à la fois en termes de conformité, de confiance, de sécurité. Donc, je vais vous expliquer tout ça, notamment à travers de cas d'usage concrets. Voilà, donc je recoupe ma webcam. Il faudrait par contre que je puisse avoir la main pour partager. Voilà, parfait. Merci Fabienne. Hop. Voilà. Donc, alors je vais prendre un tout petit peu de temps entre chaque slide parce qu'il y a a priori un petit peu de latence. Donc, ne vous étonnez pas si de temps en temps il y a des petits blancs, mais j'essaierai de minimiser tout ça pour le confort de tous. Alors, je vais commencer cette présentation par un bref rappel historique sur l'intelligence artificielle, puisque, comme le mentionnait Fabienne, c'est un terme aujourd'hui qui est très à la mode. C'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans les entreprises, les administrations, et même qui préoccupe la société tout entière au travers parfois de fantasmes ou d'inquiétudes qui peuvent être plus ou moins fondés. Mais ce terme-là, s'il est à la mode, ne date pas d'hier, ou en tout cas les disciplines qu'on rattache aujourd'hui à l'intelligence artificielle ne datent pas d'hier, puisqu'en fait, dès la période avant-guerre, avant Deuxième Guerre mondiale, on avait déjà de premières expérimentations avec notamment un célèbre personnage qui s'appelait Alan Turing, qui avait travaillé en particulier sur les tests permettant de déceler si on avait affaire à une machine ou à un humain en fonction des interactions qu'on pouvait avoir avec un interlocuteur. Et donc, les premières expérimentations dans le domaine de l'IA sont assez anciennes. Dans les années 50, on a vu apparaître un certain nombre de programmes de développement qui ont commencé à automatiser un certain nombre ou en tout cas à reproduire de manière automatique un certain nombre de comportements de l'humain, et en particulier, donc on a en 1950 un dénommé Arthur Samuel qui a développé un premier jeu de dames qui était en capacité de jouer des coups de manière automatique. Le terme intelligence artificielle est apparu pour la première fois en 1956 et a été introduit par John McCarthy. Et puis ensuite, on est entré dans une période où il ne s'est plus passé grand-chose. On a coutume de l'appeler l'hiver de l'intelligence artificielle. Ça a duré à peu près une quarantaine d'années. Alors pour des questions diverses et variées, mais essentiellement liées au manque de puissance machine, au coût rédhibitoire que cette discipline pouvait engranger. Et du coup, il ne s'est pas passé grand-chose, ou en tout cas, il y a eu quelques travaux dans le domaine de la recherche, mais rien qui finalement est apparu aux yeux du grand public. Jusqu'à la fin des années 90, où IBM, avec Deep Blue, a commencé à refaire parler de ces sujets-là, avec notamment la première machine qui a été en capacité de battre le champion du monde d'échecs de l'époque, qui était Kasparov. Donc ça avait fait pas mal de bruit. Et puis ensuite, les initiatives dans ce domaine se sont multipliées. Alors une petite coquille sur le slide là, c'est pas Deep Blue côté Google, c'est AlphaGo. En 2017, donc Google a développé également une intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go, qui est un jeu extrêmement complexe, qui met en jeu énormément de paramètres. Et donc là, on a commencé à percevoir vraiment la puissance de la machine et la capacité à gérer une multitude de paramètres et une complexité que le cerveau humain n'est pas forcément en capacité de gérer. Aujourd'hui, on a effectivement des activités qui sont de plus en plus importantes dans ce domaine-là et qui sont liées essentiellement à l'explosion de la puissance machine et à une réduction des coûts en parallèle pour pouvoir exploiter cette puissance machine, et puis également à pas mal de courants open source et d'initiatives notamment lancées par les GAFA
qui font avancer l'état de l'art très très rapidement dans le domaine et qui en font bénéficier toute une communauté. Ensuite, dans les perspectives d'avenir, hein, on entend aujourd'hui beaucoup parler d'IA faible, d'IA forte. Alors l'IA faible, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est celle qui est capable de reproduire des comportements humains, mais qui n'est pas capable d'avoir des raisonnements. Et puis l'IA forte, c'est celle qui n'existe pas aujourd'hui, sur lesquelles certains fantasment, et qui serait finalement celle qui serait introduite dans la machine et qui pourrait mener des raisonnements et donc finalement avoir un comportement face à l'homme qui ne serait pas uniquement basé sur de la reproduction, mais qui pourrait être aussi fait d'improvisation. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce n'est que de la science-fiction, tout ça. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, donc quand on parle d'intelligence artificielle, on est un peu sur le terme générique, un peu à la crème, mais là-dedans, il y a un certain nombre de domaines qui sont plus particulièrement développés. Alors, on voit à travers la slide là, globalement, le découpage, comment il s'est établi dans le temps. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait souvent référence à un domaine qui est celui du deep learning, donc qui s'appuie sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont des réseaux qui reproduisent un petit peu le mode de fonctionnement du cerveau humain à base de couches et de connexions entre ces couches qui permettent d'aboutir à un résultat suite à un apprentissage qu'on a fait faire à une machine. L'avantage de cette technologie-là, de ce domaine-là, c'est qu'il permet de gérer de plus en plus de la donnée brute, donc qui n'a pas besoin ou qui a de moins en moins besoin d'être pré-traité en amont pour pouvoir être exploité et qui permet également de gérer une complexité de plus en plus grande en termes d'algorithmes. Alors, j'en viens maintenant un petit peu au cœur du sujet. Donc, au sein du groupe La Poste, mais plus globalement, quand on fait de l'intelligence artificielle, on a besoin de données pour pouvoir développer des algorithmes qui s'appuient sur de l'IA. Et la data est évidemment un sujet qui est au centre des préoccupations, non seulement au sein des entreprises, mais également auprès du grand public. Pas mal d'enquêtes sur le sujet qui montrent qu'il y a une certaine inquiétude des citoyens sur l'exploitation qu'on peut faire de leurs données. Et donc, le positionnement du groupe La Poste sur le sujet est extrêmement clair et se veut effectivement éthique, comme l'indique l'intitulé du webinaire. L'éthique, aujourd'hui, on la décline essentiellement autour de trois grandes notions, que sont la sécurité, sécurité qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir garantir que les données ne seront pas exploitées à des fins malveillantes et qu'elles ne seront surtout exploitées qu'aux fins qu'on a indiquées auprès des utilisateurs qui nous les ont confiées, des clients qui nous les ont confiées. La notion de conformité également, alors en particulier avec toutes les réglementations RGPD et autres, qui sont extrêmement à la fois contraignantes mais également protectrices pour la data. Et puis la notion de confiance qui est liée là à un positionnement historique du groupe, mais sur laquelle je vais revenir juste après. Alors chez nous, La Poste, si on fait un focus sur cette filiale du groupe La Poste à laquelle j'appartiens, en fait, on fait de l'IA depuis pas mal de temps. Alors, vous avez ici une image d'un extrait d'émission C'est pas sorcier de 1998. Donc, vous voyez que ça date un petit peu, dans laquelle un reportage avait été fait sur l'utilisation de l'IA pour travailler sur la détection d'adresses sur les courriers. Donc, c'est les premières mises en œuvre qui ont été faites au sein du groupe. Et en particulier, on a des équipes qui sont toujours aujourd'hui chez DocaPost, qui travaillent plutôt sur des aspects d'ingénierie documentaire, qui avaient publié un certain nombre de papiers sur les travaux qui avaient été menés dans le cadre de cette détection d'adresse, donc autour de l'interprétation du langage, du développement de systèmes experts, et également des travaux sur la reconnaissance d'écriture manuscrite, qui a servi en particulier
sur la détection d'adresses. Voilà. Les 3 auteurs là sur l'article que vous voyez, Michel Gilloux, Manuel Leroux, Jean-Michel Berthy. Donc Michel Gilloux est parti à la retraite il y a quelques mois, mais les 2 autres sont toujours chez nous et travaillent toujours sur des sujets d'extraction d'informations textuelles dans du document, et donc ont capitalisé sur les travaux depuis pas mal d'années. Alors, au niveau de l'écosystème IA, le groupe La Poste, en fait, est par cette expérience que je viens d'évoquer et les travaux qui ont suivi, un acteur majeur de l'écosystème depuis une trentaine d'années à peu près. Si on recense les différentes forces en présence au sein du groupe, que ce soit chez La Poste ou plus largement dans la branche numérique, ou même au sein de branches qui n'ont pas des activités nativement numériques, mais qui implémentent aussi des projets à base d'IA, on a une population de 120 personnes qui travaillent dans le domaine de l'IA, une population d'ingénieurs, docteurs, data scientists. Et cette compétence-là, elle est répartie essentiellement sur 6 centres de compétences qui sont répartis en Île-de-France, plutôt sur le sud-est et le nord-ouest de la France. On a également, Hugo présentera tout à l'heure le concours French IoT, une communauté de start-up innovantes qui est animée au travers de ce concours, au sein duquel on a créé une catégorie Deep Tech. Donc, on source pas mal de start-up dans le domaine de l'IA aussi pour nouer des partenariats et travailler sur des sujets un peu de niche qu'on n'est pas en capacité d'adresser au sein du groupe. Et puis ensuite, on participe à un écosystème global, à la fois académique et économique également, avec des présences dans pas mal de pôles de compétitivité. Alors régionalement, évidemment, des parties prenantes dans le pôle SCS. On a également cofondé le Cluster IA, qui est une association de pure player IA dans la région. Et puis, les autres pôles de compétences dans les autres régions sont également impliqués dans des pôles avec des thématiques IA qui sont développées. Voilà. On a par ailleurs été soutien fort de l'Institut 3IA de Sophia Antipolis et d'autres entités sur d'autres 3IA en France. Et on fait partie du conseil des entreprises de ce 3IA. Alors, sur notre déclinaison de l'IA et en particulier sous le prisme de l'éthique, en fait, on l'applique essentiellement à travers des cas d'usage qui peuvent être ventilés dans 3 grands domaines. Le premier qui est la simplification de l'expérience client. Donc, on utilise l'IA pour faire de l'hyper-personnalisation, anticiper des demandes clients, globalement, pouvoir détecter des comportements, pouvoir détecter des tendances qui nous permettent, in fine, d'éviter un certain nombre d'itérations avec des clients et de rendre cette expérience plus fluide. Le deuxième axe, c'est tout ce qui tourne autour de l'optimisation des processus métiers. Donc là, on a mis en place pas mal de briques technologiques qui permettent d'automatiser des processus et globalement de décharger les collaborateurs de tâches chronophages, répétitives et à faible valeur ajoutée, pour se focaliser davantage sur celles qui nécessitent de l'expertise. Et puis le troisième axe, c'est ce qui concerne l'aide à la décision. Donc là, on est plutôt dans de l'analyse prédictive, de l'anticipation de comportement, et c'est un petit peu la continuité de la simplification de l'expérience. Finalement, l'idée, c'est grâce à de l'IA, de faire non pas de l'intelligence artificielle, mais plutôt de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire d'aider un opérateur ou un expert métier à prendre une décision en fonction de paramètres et d'informations qui auront été identifiés en amont par de l'intelligence artificielle. Que vous n'aviez plus de son. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que l'IA éthique, en fait, au sens où on l'entend, elle s'articule autour de 2 axes qui sont notre positionnement en tant que tiers de confiance numérique, avec notamment la définition d'un certain nombre de chartes au sein du groupe qu'on s'engage à respecter, à la fois autour du traitement de la data et du développement d'algorithmes d'intelligence artificielle, et également notre positionnement d'expert du traitement de données sensibles. Donc, on est en particulier fournisseur d'une identité numérique qui a été la première à être certifiée par la NSSI l'année dernière
et qui aujourd'hui met en œuvre des briques d'intelligence artificielle. On est également opérateur sur toutes les problématiques d'authentification, de gestion de l'authenticité de contenu, opérateur de sécurité avec un certain nombre d'offres sur le sujet. Donc, tout ça pour dire que on est rompu au respect d'un certain nombre de réglementations et de contraintes liées à tout ce qui tourne autour du traitement des données sensibles, et que à ce titre-là, on a un savoir-faire qui nous permet de garantir que tout ce qu'on fait, on le fait de manière éthique, sans interférer sur la donnée personnelle ou sur la vie personnelle des personnes qui nous confient leurs données. Compétences, donc, je disais, computer vision, donc autour de l'exploitation de l'image, quelle qu'elle soit. Donc, le dernier exemple que je donnais, c'était sur une prestation qu'on fait pour le compte du ministère de l'Intérieur sur la reconnaissance des plaques d'immatriculation, des marques de véhicules, etc., sur les images des radars lorsque vous faites flasher sur l'autoroute, qui permettent ensuite d'aider à la décision sur la verbalisation ou pas d'un conducteur. On intervient également dans le domaine du machine learning, donc qui est le domaine un petit peu prédominant quand on parle d'IA aujourd'hui, en particulier son sous-domaine qui est le deep learning. Donc, pour travailler autour de tout ce qui est analyse, prédiction de situation, de comportement. Donc, on a mis ça en œuvre notamment dans des problématiques de détection de fraude, dans le domaine de la santé, sur de la prédiction de niveau d'observance de traitement. J'expliquerai à travers des cas d'usage concrètement en quoi ça consiste. On intervient également dans le domaine de la recherche opérationnelle, donc plutôt sur de la modélisation de systèmes complexes, modélisation de flux, optimisation de flux, avec des références, par exemple, dans de l'optimisation de tri logistique. On a mis ça en place pour le groupe La Poste, notamment sur l'optimisation de l'acheminement des colis. Et puis, dernier domaine dans lequel on intervient, celui du traitement du langage naturel, avec en particulier de l'interprétation de textes dans des documents ou dans de la voix, avec de l'utilisation de speech to text et d'interprétation, d'analyse sémantique de flux conversationnels, par exemple, avec éventuellement déclinaison de tout ça dans des chatbots. Alors, je vais faire défiler le slide. Alors, donc, pour illustrer ça à travers des cas d'usage, donc dans ces différents domaines, donc le premier cas d'usage dont je souhaitais vous parler, c'est celui qu'on a mis en œuvre dans le cadre d'une offre qui s'appelle l'offre KYC, donc qui est développée pour le compte des banques et qui permet de qualifier le profil d'un client qui fait partie du portefeuille d'une banque en termes à la fois de solvabilité, de scoring globalement, pour être certain que ce client-là est bien éligible à être client de la banque en question. Et pour ça, on fait un certain nombre de contrôles sur des documents qui constituent le dossier du client en question. Et ces documents, on n'en maîtrise pas forcément la qualité à l'origine, et on se retrouve souvent confronté à des documents qui sont assez bruités, dans lesquels on doit aller exploiter de l'information qui n'est pas forcément facilement exploitable avec le document natif. Et donc, on a utilisé de l'intelligence artificielle pour pouvoir, en fait, dans un document qui est bruité, distinguer ce qui est du bruit de ce qui est de l'information utile. Alors, vous avez là sur la slide un document qu'on a volontairement bruité et qui est bruité à l'extrême. Hein. Vous voyez qu'on ne peut pas lire le texte en clair étant celui qui est sur la partie droite. Mais en fait, on a appris à des modèles à distinguer sur des pixels de même couleur, donc en l'occurrence noir, si le pixel était un pixel lié à du bruit ou un pixel lié à du texte. Et à partir de ça, on est capable, à partir d'un document bruité, de régénérer un document non bruité, puisqu'en fait, tous les pixels
qui sont identifiés comme des pixels liés à du bruit sont éliminés dans la génération d'un nouveau document et sont colorisés en blanc. Ce qui fait qu'on obtient, à partir du document qui est à gauche, le document qui est à droite. Et donc, on a mis en œuvre ce type de technique-là pour pouvoir finalement nettoyer un certain nombre de documents qu'on exploite ensuite dans notre offre KYC pour les banques. Deuxième cas d'usage qui est lié à globalement le savoir-faire qu'on avait acquis il y a très longtemps sur la reconnaissance d'adresse dans les courriers, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on a décliné un certain nombre de documents et qui s'appuie en fait sur ce qu'on pourrait appeler de la détection d'objets. Globalement, ça consiste à identifier dans une image donnée, image qui peut être une image au sens photo du terme ou bien une image d'un document textuel, les différents objets qui structurent le document. Donc, par exemple, dans un chèque, on va être capable de localiser les différentes zones liées à la signature, à la zone dans laquelle on inscrit le montant, aux coordonnées de la personne, etc. Dans la carte d'identité, on fait la même chose. Et en fait, à partir de ça, on isole les objets qui sont intéressants dans le document. Et ensuite, sur ces objets-là, soit on a affaire à une photo et à ce moment-là, on peut extraire la photo éventuellement pour faire de la vérification d'identité. Soit on a affaire à un objet qui contient du texte et on va ensuite océriser le texte, donc utiliser un logiciel qui va, à partir de la zone image, extraire la chaîne de caractères qui est dans l'objet qu'on a extrait, et ensuite on va travailler sur ce texte-là pour traiter l'information. Voilà, donc ça on l'a mis en œuvre notamment sur justement la lecture des plaques d'immatriculation dont je vous parlais tout à l'heure, sur les images radar. On va isoler les objets de type plaque et ensuite on océrise les plaques pour récupérer le numéro, et puis également dans le traitement de chèques par exemple. Troisième cas d'usage, dans le domaine de la banque, donc là on est plutôt dans le domaine du machine learning. Donc là on a développé une solution qui permet de détecter la probabilité de fraude sur des transactions à la carte bancaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déployé dans la maison, au sein de la Banque Postale et également auprès de la Société Générale, et où globalement en fait on a analysé des volumes de transactions extrêmement importants pour développer un outil de scoring qui permet en temps réel, sur une transaction donnée, d'identifier si la transaction est suspicieuse ou pas. Et à partir du moment où on a un doute, on lève une alerte en fait qui est remontée à la banque et qui va prendre les mesures qui s'imposent, s'il y a des mesures à prendre pour bloquer les transactions sur cette carte, et éviter des déconvenues aux clients. Là, c'est intéressant parce que cette solution-là, aujourd'hui, elle traite en moyenne 7,5 millions de transactions par jour, avec des temps de réponse extrêmement performants. Et donc, la Banque Postale et la Société Générale, ça représente quand même 20% des transactions en France, donc ça fait pas mal de volume. Dans le domaine de la santé, on a également mis en œuvre du machine learning en partenariat avec une boîte qui développe des dispositifs de lutte contre l'apnée du sommeil, de prévention contre l'apnée du sommeil. Donc, ce sont des dispositifs qui sont assez contraignants pour les personnes qui souffrent de ces pathologies qu'il faut porter la nuit, évidemment, quand on va se coucher, et qui donc, en fait, permettent de lutter contre ce problème. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est que selon la typologie de population qui est sujette à ces problèmes-là, le niveau d'observance peut être complètement différent. Et ça dépend de pas mal de paramètres, dont la catégorie socio-professionnelle des personnes, leur localisation géographique, leur tranche d'âge, bref, tout un tas de critères sur lesquels on a travaillé en fait et où on a défini des modèles pour classifier les populations en fonction de leurs caractéristiques et identifier les populations susceptibles de suivre, d'être le moins
le moins assidu, les moins assidus dans le suivi et dans l'observance du traitement et dans le port du dispositif. Et donc, en fait, ça permet à des professionnels de santé de mener des campagnes de sensibilisation auprès de ces populations qui sont susceptibles d'être moins assidus dans le port du dispositif pour qu'elles le soient davantage et que du coup, la lutte contre ce problème soit plus efficace. Voilà. Avant-dernière plutôt référence, donc plutôt dans l'optimisation du transport de colis. Alors ça, je l'évoquais tout à l'heure. Là, on est dans le domaine de la recherche opérationnelle, donc plutôt sur l'exploitation de modèles mathématiques et d'optimisation de flux, où en fait, on a donc travaillé sur l'optimisation de l'acheminement des colis pour le compte de la Poste. C'est assez efficace également, puisque sur des volumes extrêmement significatifs, on a observé des gains de 5 à 20% par jour sur le coût de transport total, donc en optimisant finalement les routes et les réseaux de distribution pour acheminer les colis jusqu'au client final. Voilà, les dernières références, donc cette fois-ci dans le domaine du NLP, donc du traitement du langage naturel, dans le domaine bancaire, où là on a couplé en fait des technologies de speech to text, donc qui permettent de transposer des conversations vers de la donnée textuelle, et où ensuite on a utilisé les techniques de traitement du langage, travaillé sur un référentiel de 6000 conversations en anglais qui ont été annotées et sur lesquelles ensuite on a entraîné nos modèles. Voilà pour les références. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps pour faire la démonstration sur quelques cas d'usage concrets. Oui, on va voir si ça fonctionne aussi techniquement, mais vas-y, oui, tu as quelques minutes. Ok. Donc, alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? J'en profite. Oui, j'en profite pour répondre à une question là. Quelqu'un me demande si on peut recevoir la présentation. Donc normalement, le webinaire est disponible en enregistrement, hein, comme je le disais. Mais bon, si vous me le demandez, je vous enverrai la présentation. Tu es d'accord, hein, Fabien? Oui, absolument. Ouais. Okay. D'accord. Donc allons-y sur les. On voit bien la plateforme. Ouais. Ok, donc voilà, je vais simplement vous montrer pour illustrer un petit peu le savoir-faire à travers quelques cas d'usage qu'on a déclinés. Donc on développe une plateforme qui s'appelle Leia, qui met à disposition de nos business units des briques qui sont facilement intégrables dans des offres de l'entreprise. Et donc on a un espace de démonstration qui expose un certain nombre de petites démos qui illustrent le cas d'usage. Donc, par rapport à tout ce que j'ai raconté, je vais vous en montrer 2 ou 3 pour couvrir un petit peu le spectre que j'ai évoqué. Donc, le premier, pour faire écho un petit peu à l'actualité, on a développé donc sur la détection d'objets que j'évoquais tout à l'heure, on a développé un modèle qui permet sur des images photos ou vidéos de détecter dans une population quelles sont les personnes qui portent un masque anti-Covid et celles qui n'en portent pas. Donc, je vais vous montrer. Alors, il y a peut-être un petit peu de latence, donc je vais essayer d'en tenir compte. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai ouvert une image avec un facteur qui remet une lettre à son client, comme il se doit. Et donc, le facteur porte un masque et donc la personne à son domicile n'en porte pas, se fait remettre la lettre. Et donc là, je lance en fait un petit algo qui va détecter les objets visages dans le document et qui va, je vais scroller, je vais attendre que vous ayez l'affichage, et qui va en fait entourer en vert les visages, le ou les visages portant un masque, et en rouge ceux n'en portant pas. Voilà, j'espère que vous avez l'image à l'écran. Je te dirais. Et donc l'objet.
On l'entend plus. Mince. Vous avez l'image ou pas, Fabienne? Alors, on a l'image, on t'a pas entendu pendant quelques secondes, mais on a l'image effectivement vert masque conforme et rouge non masqué. Voilà, donc ça c'est une solution qu'on est en train d'essayer de pousser. Alors vous avez peut-être vu qu'il y avait des expérimentations à Cannes qui ont été faites avec une start-up qui fait un peu la même chose, mais qui elle déploie un dispositif complet avec donc une webcam, un boîtier qui peut être embarqué soit dans les transports en commun, soit déployé sur les marchés pour finalement capturer les images vidéo et puis ensuite faire la détection. Nous, on est purement sur la partie logicielle, donc l'idée, c'est plutôt de fournir des API qui font ça et qui sont intégrables à des SI existants ou potentiellement des dispositifs physiques existants avec des caméras, par exemple. On a proposé ça à la RATP qui équipe ses bus de caméras qui prennent des images en assez bonne résolution et sur lesquelles on pourrait faire des contrôles. L'idée étant ensuite de déployer, par exemple, les contrôleurs dans les transports où c'est le moins respecté, par exemple, pour optimiser finalement le processus de contrôle. Voilà, donc ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je souhaitais vous montrer et qui est lié plutôt du coup au traitement du langage naturel. Alors, on a fait aussi quelque chose autour du Covid-19, mais enfin, on va un peu changer de sujet parce que je pense qu'on en a suffisamment entendu parler depuis quelques semaines. Donc, je vais prendre un exemple un peu plus générique qui illustre en fait la capacité à aller retrouver de l'information dans du texte, dans de la donnée non structurée et en particulier dans du texte qui est rédigé au kilomètre. Dans, par exemple, des documents juridiques. Alors, on a mis ça en œuvre, par exemple, pour des banques, dans le cadre du processus d'octroi de crédit à des particuliers, où les banques vérifient tout un tas de documents, et en particulier le compromis de vente lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier. Et dans le compromis de vente, eh bien, l'opérateur à la banque doit aller récupérer un certain nombre d'informations sur l'acquéreur, sur le bien, etc. Et donc, ce qu'on a proposé, dans la mesure où, en fait, il y a à peu près autant d'actes que de notaires sur la place, voire que de biens immobiliers, et qu'on ne sait pas donc au préalable où est l'information qu'on veut aller chercher, on a proposé un module qui permet d'aller interroger le texte avec des questions et de faire en sorte que la réponse à la question soit une chaîne de caractères qui est présente dans le texte. Donc, je vais vous illustrer ça avec un exemple assez générique. J'ai pris la bio d'Emmanuel Macron sur Wikipédia, voilà, que je positionne donc dans la zone texte. J'essaie de tenir. Fabien, on voit toujours la page du masque, hein, des résultats de détection du masque. Ah bon oui, aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de latence, je pense. Mais bon, on continue sur Macron et sa bio, pas de problème. Bon, alors du coup, j'essaie de vous décrire ce que je fais en même temps. Donc, en fait, je suis dans une zone questions-réponses, dans laquelle, sur la partie haute de l'écran, en fait, j'ai une zone de texte. Donc, dans cette zone de texte, je suis allé coller la bio de Macron issue de l'article Wikipédia, et où donc j'ai un petit descriptif de sa vie, son œuvre, où il est né, les études qu'il a faites, etc. Et en fait, le but, c'est de pouvoir poser une question sur ce texte-là et d'aller récupérer la réponse dans le texte. Donc, alors, vous n'avez toujours pas l'écran là? Non, toujours pas. Bon, je pense qu'il a dû se figer parce que là, ça fait quand même quelques temps que je l'ai affiché. Bon, bah tant pis. Il y avait d'autres. Sinon, on peut refaire la procédure, mais ça va être un peu long. Ouais, ça risque d'être un peu long, je suis désolé. Ah non, ça y est, on le voit là. On voit, il y a effectivement beaucoup de latence. Alors, on donc voit voilà. La bio de Emmanuel Macron, on la voit. Voilà, donc dans la partie texte, j'ai collé donc cette bio, et dans la partie question, je vais poser une question. Alors, je vais par exemple, pour pas prendre une question trop basique, je vais lui dire combien de suffrages ou contre qui, allez, on va dire contre qui
Emmanuel Macron a-t-il remporté Emmanuel Macron a-t-il remporté le second tour de l'élection présidentielle? D'accord, là on voit l'écran sur le document Word sur la bio de Wikipédia, hein, c'est bien ça? D'accord. Oui, parce que j'ai fait un copier-coller. Ok. Donc là, normalement, l'écran va revenir. J'ai saisi la question et j'ai cliqué sur la question. On voit la question qui s'affiche, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, vous allez voir la réponse que j'ai déjà, moi, mais qui va apparaître. Ah, ok. Marine Le Pen. Voilà. Et donc, en fait, si on regarde dans le texte, on a la phrase « Il l'emporte au second tour face à la candidate du Front National, Marine Le Pen, avec 66,1% des suffrages exprimés ». Donc voilà, donc tout l'enjeu, en fait, quand on a des textes de ce type-là, c'est de définir les questions les plus précises possibles. La présentation donc sur les challenges IA vague 2, donc 4 nouveaux appels à projets lauréats sur le thème défense et sécurité qui ont été lancés, mais 2 autres aussi en santé. Donc je suis avec Safe et BPI normalement connectés, hein, pour donc présenter ces nouveaux appels à projets. Donc 6 nouveaux appels à projets, donc 4 sur le thème défense sécurité. SCS et Safe sont les accompagnateurs donc officiels, hein, suite à l'appel d'offres lancé l'année dernière sur le thème défense et sécurité. Et donc 4 nouveaux appels à projets ont été lancés donc par, on va dire, le couple Téléspatio France et Thales Services, SAP Labs exactement, Nexter Robotics et MBDA. Et ensuite, donc, 2 autres appels à projets ont été lancés par les sponsors publics, cette fois, hein, 2 CHU, celui d'Amiens en Picardie et celui de Valenciennes. Petit rappel sur la vague 1, hein, je rappelle que les challenges IA BPI donc, ont été lancés dans le cadre du PIA et de la stratégie IA du gouvernement, suite également au rapport Villani qui avait été publié en 2018 et sur lesquels s'est appuyée donc, cette action. Les 4 thématiques d'ailleurs des challenges IA sont environnement, transport, santé et défense et sécurité. C'était les marchés cibles issus du rapport Villani. Et par contre, pour cette vague 2, donc il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas eu de sponsor, en tout cas sélectionné sur les thématiques environnement et transport et mobilité. Petit rappel donc pour la vague 1 en 2019. Il y avait eu 3 sponsors sur la thématique défense et sécurité. Et vous voyez donc les lauréats s'afficher. Hein, donc le challenge par Thales 6GTS a été remporté par la PME Earthcube, une PME parisienne. Le challenge lancé par l'ANFR, hein, l'Agence nationale des fréquences, a été gagné par la PME ESACO basée à Paris et Sofia. Et puis le challenge lancé par MBDA a été gagné par on va dire le duo, le binôme Synapse Défense et l'IRT Saint-Exupéry, donc basé de mémoire à Toulouse et à Bordeaux. Donc, les nouveaux challenges pour la vague 2. Vous pouvez lire éventuellement le petit résumé officiel de chacun d'eux. Hein, je vous laisse les lire vous-même. Je ne vais pas reprendre l'intitulé. En tout cas, vous aurez l'opportunité de relire ces slides ou d'écouter en tout cas le webinaire pour avoir plus de détails. Et je vais vous donner le lien également pour télécharger tous les documents et notamment le règlement du challenge détaillé, hein, puisque chaque sponsor, hein, donc chaque grand groupe ici a été accompagné par SCS et Safe pour rédiger son challenge et vous expliciter ce qui est attendu, voilà leurs critères de sélection et ce qu'ils cherchent à avoir, et puis également les modes de collaboration et le planning pour le déroulé du POC ou du prototype qui sera développé avec le lauréat. Voilà, donc c'est MBDA qui avait déjà donc déposé un challenge dans la vague 1 et qui a bien aimé, hein, le process et le dispositif, et donc qui a recandidaté avec succès pour un deuxième challenge très différent par contre.
Et puis ensuite, donc SAP Labs, qui est aussi un petit peu dans la région PACA à Sofia, qui lui a déposé aussi un challenge donc, sur la détection de vulnérabilité sur les codes sources, utile pour tout éditeur de logiciels. Donc le planning, que vous sachiez bien pour ce dispositif, donc on voit à gauche, normalement j'ai mis, oui, que l'appel à projet lauréat a été lancé donc, le 1er juin, et il clôture donc le 22 juillet à midi exactement. Qu'est-ce qui va se passer à partir de cette date? BPI va vérifier la complétude des dossiers, et puis va nous transmettre à nous, accompagnateurs, donc les différents dossiers réponses des candidats, et on va les redistribuer à un pool d'experts IA qui a été validé par BPI bien sûr en amont, et ils vont travailler, ils vont travailler sur vos dossiers tout l'été jusqu'à fin août, et je leur ai demandé donc un retour de leurs analyses fin août, pour qu'ensuite on puisse débriefer en interne, donc le comité Safe SCS, sur une présélection des candidats. On soumet cette présélection donc à BPI et DGE, et ensuite fin septembre environ donc seront annoncés officiellement par BPI et la DGE la sélection des lauréats pour l'audition. Chaque présélectionné effectivement aura l'opportunité, on va dire, de présenter sa réponse technique au challenge en live normalement, si le confinement nous le permet, chez BPI, dans les locaux de BPI à Paris, en présence bien sûr de Safe et SCS pour la thématique défense et sécurité. Alors les modalités, toute PME, ça cible vraiment les PME et françaises, bien sûr, est éligible. Une PME peut aussi répondre à plusieurs challenges si elle le souhaite. Bon, ils sont très différents, donc ça semble compliqué, mais pourquoi pas. Ensuite, comme je le dis, la présélection se fait par un comité composé donc de Safe, SCS, du sponsor aussi. Le sponsor participe bien sûr et vote, remplit une grille d'analyse de chaque dossier réponse reçu pour son challenge bien sûr, des personnes de BPI, de DGE, et donc les fameux experts IA mandatés par le pôle SCS et le pôle Safe. Le pôle SCS, je rappelle, a plutôt le rôle d'expert IA sur le sujet, et le pôle Safe plutôt des experts métiers, donc qui traitent plutôt, qui ont une grande connaissance et expertise autour de la filière défense et sécurité. Voilà, audition fin septembre chez BPI, je l'ai dit. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Eh bien, justement, 100 000 euros, jusqu'à 100 000 euros d'aide pour le lauréat, avec 45% d'aide pour les TPE et 35% pour les PME. Bien sûr, les coûts éligibles sont les salaires des personnes qui vont travailler donc sur la réponse à ce challenge, la sous-traitance également, l'amortissement, les frais de mission, l'achat éventuellement de matériel ou de matériel pour répondre à ce challenge. Et le livrable donc est un rapport. Donc bien sûr, chaque sponsor a mentionné également dans son règlement, vous le lirez, ce qu'il attend exactement en termes de livrables, mais en général, effectivement, c'est un rapport final avec des résultats. Ce n'est pas un prototype, un algorithme qu'il lui délivre en main, c'est un rapport avec des résultats obtenus à partir donc de la problématique des échanges de données fournis au début. C'est bien de noter que les travaux réalisés pendant la durée du challenge, c'est entre 9 et 12 mois en général, reste entièrement la propriété du lauréat. Et le sponsor, bien sûr, peut accéder aux résultats, c'est dans son intérêt si la collaboration se passe bien. Elle se fait dans les conditions de marché. Donc il y a une négociation qui se fait un peu avant la fin du challenge, enfin des résultats en tout cas obtenus avec le challenge. Une négociation se fait avec le sponsor pour savoir dans quelles conditions le sponsor peut accéder à l'algorithme, au modèle développé par le lauréat. Pour candidater, j'ai mis donc là sur le site de BPI France, vous avez 3 documents principaux. Donc le cahier des charges, on va dire général, au challenge IA qui vont durer quelques années encore. Le règlement de chacun des challenges, donc chacun des 6 challenges retenus, et notamment les 4 sur la thématique défense-sécurité, où chaque sponsor c'est encore fait accompagner par les accompagnateurs pour le rédiger. Et puis le dossier de candidature.
Donc les réponses sont exclusivement sous format électronique à remettre sur la plateforme de BPI le 22 juillet, je le disais. Et il y aura peut-être une réunion d'information en visio, en tout cas, vu le contexte sanitaire, bien entendu, en présence des sponsors qui sera organisée en juin ou juillet pour que vous puissiez éventuellement poser des questions en live aux sponsors par rapport donc à leur challenge. Donc Franck Bernard de BPI est avec nous. Il nous écoute, mais il s'en écoute seul parce qu'il n'a pas pu se connecter par Internet. Donc, je vais l'appeler. Si vous avez des questions, vous pouvez encore une fois les poster dans le module questions, donc en bas à droite, par écrit. Et selon la question, je l'appellerai avec mon téléphone et en me mettant le haut-parleur pour que vous puissiez avoir directement la réponse de BPI. C'était aussi l'objectif, bien sûr, de ce webinaire et de la présentation succincte de ce dispositif. Voilà, donc la date de clôture, c'est le 22 juillet. J'ai mis aussi les coordonnées donc, de Saïf et de moi-même si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport donc, à ces 4 appels à projets lauréats donc lancés et dont une réponse est attendue donc avant le 22 juillet. Et vous avez de toute façon aussi la possibilité d'interagir avec les équipes internes de chacun des sponsors. Dans le règlement, vous avez également les coordonnées email en tout cas des personnes à qui vous pouvez poser des questions un peu plus concrètes ou un peu plus techniques sur chacun des challenges pour bien sûr personnaliser au mieux votre réponse et qu'elle soit de qualité. Voilà, je vais donner la parole à Hugo Cézanne pour le concours French IoT avant de procéder aux questions. Juste un petit rappel sur les prochains webinars et où je présenterai d'ailleurs à nouveau de manière plus succincte par contre les challenges IA de BPI, donc le 18 juin dans une semaine pile à 11h. L'IA et la 5G pour le management de réseau avec HPE et Eurecom. Donc l'objectif, c'est encore une fois, c'est de faire de la pédagogie, de la sensibilisation de technologies innovantes et prometteuses pour vous, pour les membres SCS, mais aussi pour ses partenaires ou toute personne intéressée qui souhaiterait implémenter ces technologies dans un projet. Et vous pouvez bien sûr vous faire aider par SCS comme tiers de confiance, en tout cas pour tout accompagnement de projet sur ces sujets. Et ensuite, le 2 juillet, un webinar sur l'autonomie et les capteurs, l'autonomie donc en termes de consommation d'énergie avec le CEA. Et sans doute un autre intervenant que je ne peux pas encore nommer, mais sur des cas d'usage concrets, avec une technologie innovante pour conserver un maximum d'autonomie dans les capteurs. Et enfin, le 17 juillet, toujours à 11h, avec Inside SIP, une PME qu'on connaît bien chez SCS, qui interviendra donc sur les SIP, un système in package de la microélectronique, sur les avantages et les inconvénients, l'état de l'art et l'innovation derrière. Voilà, donc je vais passer la main à Hugo. Et pour petit rappel aussi, suite à ce webinaire, donc, vous aurez pour les membres SCS une fiche de synthèse avec toutes les questions posées et toutes les questions non posées également lors de ce webinaire qui seront disponibles sur votre intranet, sur l'espace SCS. Et comme je le disais, donc en replay, vous pourrez accéder au webinaire. Je vais laisser la main donc à Hugo Cézanne de La Poste, qui va nous faire peut-être un premier retour sur le concours French IoT qui s'est clos hier et qui en est à sa 4e ou 5e édition. Tu m'entends, Hugo? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Ok, je vais te laisser la main alors, attends. Voilà, tu es présentateur, tu peux commencer. Ok, oui, bonjour à tous. Donc, je vais faire comme Fabien, je vais couper ma caméra rapidement. Juste pour me présenter, donc Hugo Cézanne, je suis délégué territorial pour le groupe La Poste dans la région PACA. Et donc, j'accompagne nos business units, notamment comme DocaPost, la filière numérique, comme Fabien Ali vous l'a présenté, sur la transformation du groupe La Poste et sur l'accompagnement donc de ces business units, plutôt sur un volet territorial. Donc, sur le concours French IoT, ce que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est d'être le relais de ce concours sur le territoire pour en assurer la promotion. Alors, c'est vrai que par rapport au timing, nous sommes un peu hors délai puisque le concours s'est clôturé hier. Mais il nous semblait intéressant avec Fabienne de vous repréciser les domaines d'intervention dans lesquels La Poste cherche à trouver des compétences et à fédérer un écosystème.
donc autour de 4 thématiques. Donc, je vais, sans plus attendre, vous les présenter. Je ne sais pas si, j'espère que vous avez les diapositives. Non. Vous n'avez pas mes présentations. Alors, je vais peut-être le faire. Sinon, je peux éventuellement. Oui, non, mais sinon, je l'ai ta présentation. Moi, je les ai normalement. Moi, je veux bien. Tout ça pour dire que, effectivement, voilà, merci Fabienne. Voilà, très bien. Donc, le temps que les diapos s'affichent. Donc, le French IoT, c'est un programme d'open innovation du groupe La Poste. Voilà, très bien. On est très bien sur cette diapo. Merci Fabienne. Est-ce que c'est moi qui ai la main ou pas? C'est moi qui ai la main. Bon, bah, super. Donc, on est bien là. Donc, programme d'accélération en fait de start-up et de PME innovantes dans 5 thématiques. L'objectif, c'est d'avoir une vision territoriale, de pouvoir fédérer un écosystème pour que des start-up et des PME innovantes puissent candidater et puissent accompagner nos business units sur ces thématiques, comme vous l'a un petit peu présenté Fabien tout à l'heure, qui peuvent paraître éloignés de nos cœurs de métier, de nos métiers historiques, mais qui évidemment ont un lien à chaque fois avec les savoir-faire de la Poste et avec les thématiques que nous allons explorer dans les années qui viennent pour trouver tout simplement de nouveaux relais de croissance, puisqu'évidemment, comme vous l'imaginez, nos métiers historiques sont plutôt sur des phases de décroissance et il nous faut trouver de nouveaux relais. Donc voilà, je ne vais pas détailler beaucoup plus que ça dans la présentation. Vous aurez une fiche par thématique, mais vous voyez là à l'écran les thématiques qui nous intéressent. Donc tout ce qui tourne autour de la santé. Voilà, donc, on va rester sur cette première diapo peut-être Fabienne, et puis les suivantes seront partagées plus tard. Donc okay. Sur la santé, sur les services, on va chercher des startups et des PME qui pourront nous accompagner, notamment sur tout ce qui est services connectés, services de proximité, puisque Fabien, vous avez bien développé dans une première partie là, un des vrais savoir-faire de la Poste en termes de confiance. Le deuxième mot que nous n'avons pas prononcé, c'est la proximité. Et évidemment, dans les années qui viennent, la Poste s'appuiera sur cette vraie force pour pouvoir trouver de nouveaux services de proximité que nous pourrons rendre auprès des entreprises et des particuliers pour continuer à être une entreprise utile aux Français et à la société. Donc voilà un petit peu tout ce qui se cache derrière ce vocabulaire de service. Ensuite, nous avons une thématique autour de la Smart City et de l'écomobilité. Donc là aussi, c'est plutôt comment habiter la ville, comment habiter les territoires et comment les services dont je viens de parler auparavant pourront matcher, pourront s'intégrer dans les technologies innovantes qui sont en train de se créer autour de nous et qui sont sur les territoires sur lesquels vivent les Français. Ensuite, deux thématiques qui sont un petit peu plus techniques. Hein, donc, la Deep Tech, Fabien vous en a parlé précédemment, donc j'y reviendrai pas. Mais là, on est vraiment dans de la technique. Et puis, une thématique aussi que nous allons creuser dans les années qui viennent, c'est tout ce qui tourne autour de la GovTech et de la Civic Tech. Une autre façon de le dire, c'est comment accompagner les collectivités locales et nos partenaires publics dans une meilleure interaction avec les citoyens pour pouvoir prédire, proposer des politiques publiques qui vont dans le sens de ce qu'attendent les citoyens. Donc là aussi, on a beaucoup de choses en commun entre la confiance et la proximité qui font qu'on pourra développer de nouvelles activités. Donc voilà en quelques mots les thématiques qui nous intéressent. Fabienne, je te propose de passer les 4-5 diapos suivantes qui présentent ces diapos de façon plus précise, mais on va pas le faire là aujourd'hui. Voilà, donc vous avez ça sur les services, sur la santé, sur la Smart City, et puis la dernière, donc sur les deux dernières, sur la GovTech et la Civitech. Donc je vous propose de ne pas les commenter vu le temps imparti. Par contre, je vais m'arrêter sur la diapo suivante. Je vais attendre qu'elle arrive à l'écran. Encore une, Fabienne, s'il te plaît. Deep Tech ou l'autre? Voilà, on va passer après Deep Tech, la suivante. Voilà. Donc, le programme French IoT, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accélération. Donc,
qui se renouvellent chaque année. Donc là, comme je disais tout à l'heure, bon, pour cette année, c'est un peu dommage qu'on ait cette discussion aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant que vous ayez connaissance de ces thématiques et du programme pour les autres années, et puis pour que vous puissiez en parler autour de vous si dans vos relations, il y a des startups ou des PME qui sont sur ces thématiques-là. Donc, une phase d'accélération pour les 15 lauréats pendant 6-8 mois, suivi de mise en relation business, que ce soit avec les entités, les business units du groupe La Poste, mais aussi d'autres grands groupes qui nous accompagnent. On verra tout à l'heure dans une dernière diapo. Chaque année, d'autres grands groupes sont partie prenante de ce concours pour pouvoir élargir un peu le spectre et ne pas en rester que autour des sujets postaux. Voilà ce que ça apporte aux startups qui sont avec nous. Et puis après, comme le disait aussi Fabien tout à l'heure, au-delà de nos expertises techniques, la communauté French IoT nous permet d'embarquer et d'animer depuis quelques années quelques centaines de startups autour de ces thématiques-là pour pouvoir faire des interactions les uns entre les autres et puis avancer un petit peu plus sur ces sujets. Donc, je reprends sur, vous voyez que notre programme s'appelle French IoT. C'est vrai on s'est petit à petit éloigné des objets connectés, puisque autant sur les premières années, on cherchait vraiment des objets connectés. Depuis, on a gardé cette marque parce que c'était une marque qui commençait à être un petit peu connue dans l'écosystème. Mais aujourd'hui, nous ne recherchons pas forcément que des objets connectés. Ça peut être aussi des solutions connectées. Voilà, c'était juste une petite digression. Oui, ou des startups. Des startups IA aussi, éventuellement. Des startups ou des PME IA aussi peuvent candidater à certains besoins exprimés par vos groupes. Voilà, et l'intervention de Fabien tout à l'heure vous a bien précisé comment l'IA pouvait rentrer dans nos développements. Donc voilà sur les bénéfices des startups qui accompagnent. Peut-être une dernière diapo. Zut. Voilà. C'est pas grave. Non, c'était juste sur le programme d'accompagnement, voilà. Sur le rétro-planning, mais ça a peut-être moins de sens aujourd'hui. La suivante était sur les événements internationaux auxquels les startups nous accompagnent, puisqu'en fait, voilà, les 15 lauréats accompagnent La Poste sur ces salons internationaux en fonction de leur degré de maturité ou de le marché qu'elles visent sur ces événements-là pour pouvoir avoir accès au marché de façon plus facilitée. Voilà ce que j'avais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation.